Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle chaîne Booktube. C'est ma première vidéo et j'avais envie de me lancer pour justement partager mes lectures avec vous, pouvoir discuter de ces livres que j'aurais pu lire, aimer, pas aimer, via les commentaires notamment. Faut pas hésiter à dire si vous avez lu, pas lu, si ça vous donne envie, si vous avez aimé, pas aimé. Et pour l'instant, je pars sur l'idée de faire une vidéo par mois, à chaque fois sur les livres que j'aurais lus le mois précédent. Et on va commencer dès maintenant avec les livres que j'ai lus au mois de janvier 2024. On va retrouver un roman contemporain, un roman un peu original de notes d'auteur, un roman historique, des classiques, un thriller et des fantasy, romances, ce qu'on appelle maintenant romantasy. On démarre maintenant. Et en roman contemporain, on va commencer avec un auteur que j'adore. Personnellement, j'ai lu quasiment tous ses livres. C'est David Fuenkinos avec son nouveau roman La vie heureuse. Et c'est pour moi un incontournable de toujours lire le dernier Fuenkinos. J'adore sa façon d'écrire, j'adore les thèmes qu'il aborde. On retrouve toujours beaucoup de justesse, beaucoup d'humour aussi via ses notes de bas de page, notamment classiques. Dans tous ses romans, on retrouve ça. Et toujours des réflexions sur des que je trouve souvent, des réflexions où on se dit ah mais oui mais c'est tellement ça mais c'est vrai. Bon bref, j'aime beaucoup. La vie heureuse, c'est l'histoire d'Eric. Eric, c'est un quelqu'un d'assez bon, qui a plutôt bien réussi sa vie pendant 20 ans en travaillant à Decathlon. Il a monté les échelons, tout ça. Sauf que il reçoit un coup de fil complètement inattendu d'Amélie, une ancienne camarade de classe qui, elle, travaille dans le genre de truc énorme entreprise. Elle travaille pour le gouvernement en fait. Et donc elle a un poste très haut placé. Et elle lui dit, voilà, je veux que tu viennes travailler avec moi. Et il accepte. Il se retrouve pour un rendez-vous très très important à Séoul, lui et Amélie. Et en fait, Eric va vivre une expérience à la fois loufoque, à la fois glauque, à la fois tout. Sauf qu'en fait, ça va le changer, ça va complètement le transformer. Et donc cette expérience-là va complètement le bouleverser, à tel point qu'il lâche tout. Il lâche le boulot avec Amélie, il lâche tout. Quand il revient en France, il redemande, parce qu'il est divorcé, il redemande la garde de ses enfants, il veut complètement changer de vie. Et en fait, il va lancer sa propre entreprise dans l'idée de ce qu'il a vécu à Séoul. C'est pas un livre qui m'a particulièrement touchée, surtout comparé à tout ce que j'ai pu lire de Fuenkinos. C'est pas non plus un livre de développement personnel, ce qui moi personnellement ne m'intéresse pas. En tout cas, j'ai passé un très bon moment de lecture. Et voilà, encore une fois, j'étais contente de retrouver sa plume, de retrouver sa justesse. Et donc, je trouve que c'est agréable à lire. Un autre livre dont je veux vous parler, c'est un livre très original, comme j'avais jamais lu jusque-là, puisque ce sont en fait les notes comme une sorte de journal intime, un journal d'écrivain, pour justement retracer tout le processus d'écriture.
C'est un texte réel qui a vraiment été le journal d'écriture de cette autrice. Et cette autrice n'est pas n'importe qui, puisque c'est Annie Ernaux qui a gagné le prix Nobel en 2022 de littérature. Ce livre s'appelle L'Atelier Noir. Il est assez court. Il commence en 1982 et se termine en 2015 avec la parution de Mémoire de fille. Alors il faut avoir lu un petit peu les œuvres d'Annie Ernaux, je pense, pour y trouver de l'intérêt vraiment. Ce qui est mon cas. J'aime beaucoup Annie Ernaux et j'en ai lu pas mal de ses romans. Maintenant, dans tous les cas, le principe est hyper intéressant, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure des publications de ces livres, on a toutes ces notes personnelles sur bon bah là j'ai ça en tête, surtout quelqu'un comme Annie Ernaux qui aime bien parler d'elle, de sa vie, c'est souvent enfin c'est même tout le temps autobiographique, sociologique aussi, et donc c'est toutes ces réflexions par petites bribes, hein. C'est des textes pas forcément très longs puisque on a la date à chaque fois, à quel moment il lui passe par la tête que elle a cette idée-là, elle a cette idée-là, et tout ça au fur et à mesure des années qui passent et des publications qui ont lieu. Ce que j'ai trouvé intéressant aussi, c'est que bah, on est dans la tête d'une écrivaine, là en l'occurrence une femme, et on voit justement toutes les réflexions, tous les questionnements, les idées, puis finalement les oh non, en fait c'était bête, retour en arrière. Alors elle se questionne énormément aussi sur les pronoms personnels, par exemple, si elle doit utiliser le je, le elle, le on, même le tu. Et aussi, comme elle lit beaucoup en parallèle, elle réfléchit sur d'autres écrivains. Proust revient pas mal sur qu'est-ce qu'il y aurait à garder de ces livres-là, qu'est-ce que par contre je veux pas du tout garder. Donc je trouve que c'est vraiment hyper intéressant. Et j'étais contente de découvrir un livre aussi original et puis de découvrir un peu ce qui se passe dans la tête d'Annie Ernaux en dehors de ses romans plus classiques. Ensuite, un roman historique, Les Graciers, de Kieran Millwood Hargrave. Un roman qui se passe en Norvège en 1617 et se situe sur la petite île de Vardø, une île quasiment pas peuplée, il y a très très peu de gens à vivre dessus, et où une nuit, un matin, tous les hommes de l'île partent en mer pour pêcher, une grande tempête arrive et ils périssent tous. Donc se retrouvent sur l'île plus que les femmes, les enfants, les personnes âgées, et donc abandonnés comme ça, puis en deuil évidemment, hein, d'avoir perdu tous leurs proches, dont une jeune femme de 20 ans, Maren, qui a perdu son frère, son père, et va vivre avec sa mère et sa belle-sœur qui va accoucher d'un bébé, un petit garçon. Et cette belle-sœur est Sami, parce que on est quand même tout au nord de la Norvège. Le peuple indigène de la Norvège étant, parce qu'il y en a encore, les Samis. Voilà. En parallèle, on suit une autre jeune femme, un autre personnage qui s'appelle Ursa. Alors elle vit en ville au sud-ouest de la Norvège. Et elle, c'est un peu particulier parce que bon, elle n'est pas spécialement riche, mais elle n'est pas spécialement pauvre non plus. Elle vit avec son père et sa sœur qui est malade. En fait, Ursa va se retrouver, pour arranger le papa, mariée à quelqu'un qu'elle ne connaissait pas, Absalom Cornet, qui est délégué et un dévot, un puritain, un luthérien très très strict, donc qu'elle va épouser. Et la mission de Absalom Cornet, c'est justement d'aller sur l'île de Vardø
pour aller y mettre un peu d'ordre, parce que des femmes comme ça, toutes seules, abandonnées, ça va pas du tout, surtout dans une époque où le mal est partout. Si Dieu n'est pas là, si les hommes ne sont pas là, les femmes ne pourront faire que des mauvaises choses, évidemment, c'est bien connu, puisque les femmes ont besoin des hommes pour rester dans le droit chemin. Et de Dieu aussi apparemment, mais un Dieu extrêmement strict et sévère. Alors ce qu'il faut savoir quand même sur Absalom Cornet, c'est qu'il s'est rendu assez célèbre pour avoir brûlé une sorcière. Donc il a quand même un passif assez particulier. Ursa, elle va se retrouver sur l'île de Vardo avec son mari. Du coup, elle va faire la rencontre de Marraine. On va être vraiment immiscé, plongé dans la vie de cette petite île avec sa population qui essaie de survivre comme elle peut, mais qui arrive. Alors les conditions sont extrêmement rudes avec le froid, mais aussi le manque de ressources. En fait, les personnes vivent dans une extrême pauvreté. Ursa, elle a beaucoup de mal à s'adapter à ça et elle va recevoir l'aide de Marraine pour s'en sortir. Et d'ailleurs, leur relation va évoluer de manière assez forte. En vrai, ce livre, c'est une chasse aux sorcières. C'est vraiment ça. C'est typiquement quelque chose de, j'ai envie de dire, de presque pas original, mais c'est une chasse aux sorcières. La fin est absolument terrifiante, mais justement, j'ai été assez surprise par le retournement de la fin. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que cette histoire s'inspire de faits réels. On est bien immiscé dans ce genre d'atmosphère et de période et de tragédie, et j'ai trouvé ça pas mal. Et on enchaîne avec un thriller, ou plutôt un roman noir. C'est Le Silence de Denis Lehane. Alors Denis Lehane, apparemment, il est très connu, moi je connaissais pas. C'est lui qui a écrit Shutter Island, par exemple. Et dans Le Silence, on est à Boston, en 1974, dans un quartier qui s'appelle South Boston, Southie, où en fait vivent les Irlandais, enfin les Américains irlandais. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que à ce moment-là, mais on peut dire que c'est toujours un peu le cas maintenant, chaque quartier c'était très racisé. Il y avait le quartier des Irlandais, le quartier des Latinos, le quartier asiatique et le quartier des Noirs. Parce que il est question aussi dans ce livre justement des Afro-Américains et de la ségrégation. Le livre commence avec un événement qui a l'air de poser problème à beaucoup de gens irlandais, en tout cas du quartier de Southie. C'est le fait que maintenant les élèves de l'école du quartier noir sont amenés à rejoindre l'école du quartier de Southie. On est vraiment dans une époque de déségrégation, etc. Or, les Irlandais du quartier, on sent le racisme puissance 1000, trouvent ça absolument inacceptable qu'il y ait ce mélange de personnes, d'élèves, de jeunes, qui n'ont pas la même couleur de peau, qui ne viennent pas du même quartier. Et donc il y a de grandes manifestations d'organiser. Sachant qu'on est l'été et que la rentrée approche. On y suit l'héroïne de ce roman, c'est Marie-Pat, donc, qui a 42 ans, qui est irlandaise elle aussi, qui vit à Southie aussi.
qui va participer aux manifestations, même si elle se sent pas particulièrement raciste ou quoi, mais elle suit le mouvement. Et on découvre comme ça, via elle, comment ça se passe un petit peu ce microcosme là d'un quartier comme Saouzi. Euh, Histoire de drogue, histoire de gang, histoire de misère aussi, hein, parce que franchement, de ce qu'on en lit, c'est très particulier. Mais surtout, Marie-Pat va se retrouver vraiment démunie parce qu'un soir, sa fille, alors elle avait deux enfants, le premier, son aîné, était parti faire la guerre du Vietnam et est revenu tellement traumatisé qu'il s'est tourné vers la drogue et il a fait une overdose et il est mort. Donc il ne lui restait plus que sa fille Jules. Or, Jules disparaît. Donc là, Marie-Pat, c'est la fin du monde. Il faut retrouver sa fille absolument à tout prix. Donc elle va faire appel à l'aide des plus grands pontes, enfin je sais pas comment dire ça, mais des plus influents du quartier, des hommes les plus influents du quartier, pour essayer de l'aider à retrouver sa fille. Mais dans tous les cas, elle est prête à le faire même toute seule s'il le faut. Elle est comme une furie, elle veut retrouver sa fille. En parallèle, le soir où sa fille a disparu, il y a eu un incident, plus qu'un incident, quelque chose de tragique. Un noir a été retrouvé mort sur les rails de la station de métro du quartier de Saouzi. J'en dis pas plus. En tout cas, voilà. C'est l'histoire de cette disparition, de la mort de ce noir et surtout, de la détermination de Marie-Pat. Sa détermination dans sa vengeance, dans ses découvertes aussi, ensuite comment elle va réagir, elle est impressionnante. La fin m'a juste... c'était décapant. Et vraiment un livre, un roman noir, thriller, que je conseille, vraiment, beaucoup. Et on passe maintenant au classique. Il y a un grand classique que j'avais pas lu pour l'instant, et que j'avais hâte de lire depuis longtemps, mais ça y est, je l'ai fait. C'est Germinal de Zola. Et je regrette vraiment pas cette lecture parce que ça a été un gros coup de cœur. Germinal, je pense que la plupart des gens ont une petite idée de quoi ça parle, mais je vais recadrer juste vite fait. Donc on est au 19e siècle, dans un village de mineurs, et où on y voit toute la misère, mais vraiment la misère que vivent les mineurs et leurs familles. Donc ils ont, voilà, il y a la mine, il y a la petite ville où c'est que les familles des mineurs, un vrai petit microcosme où avec leur paye de misère, ils peuvent à peine s'acheter de quoi manger, un peu de pain. C'est absolument terrible et on y suit notamment la famille Maheu, les Maheu, un couple où le mari est un mineur extrêmement sérieux, un des meilleurs ouvriers, où la femme a du caractère et prête à tout aussi pour être sérieuse et faire tourner la maison, sachant qu'ils ont 7 enfants, dont une petite, Estelle, la dernière, un petit bébé qu'elle est obligée d'allaiter encore. Et en les suivant eux, on y suit un petit peu tout le monde au final, parce qu'on découvre vraiment comment ça se passe. En fait, Germinal, je trouve que c'est une sorte de documentaire fiction extrêmement immersif pour découvrir comment ça se passait à l'époque pour les mineurs. Et arrive donc dans ce village, dans cette petite ville, Étienne Lantier, qui lui cherche du travail, il a faim, il a besoin d'argent, il a besoin de travailler. Et
il va découvrir ce que c'est que travailler dans une mine, puisqu'il va accepter, enfin il va même demander à travailler comme mineur. Et d'ailleurs, sa première expérience, c'est le début du livre, nous permet vraiment de découvrir ce que c'est que travailler dans une mine, et ça fait assez froid dans le dos. Mais voilà, et donc petit à petit, il va vraiment s'intégrer à toutes ces personnes, cette petite commune, enfin c'est pas cette petite, d'ailleurs ils sont au moins 10 000, hein, cette communauté. Et il va se faire une place, il va être respecté. Or, Étienne Lantier, il est lettré, il a quelques idées quand même déjà, il connaît un peu le communisme, l'anarchisme, tout ça, il a eu vent qu'il y a eu déjà des grèves dans d'autres endroits en France, et il va se dire non mais là c'est pas possible, c'est intenable, surtout quand on voit les riches qui possèdent des mines, notamment représentées par la famille Grégoire qui possède non, Monsieur Grégoire qui possède cette mine-là, où ils vivent dans l'opulence et où ils gagnent des millions. Étienne Lantier, lui, va se dire c'est pas possible, là il faut faire quelque chose, et il va réussir à convaincre la population de faire grève, de se soulever, de faire grève. Ce qui n'était pas gagné. Mais la population, en fait, le suit. Et la population se soulève, et la population va se révolter, et ça va être une misère terrible, et à la fois, il y a tellement de désespoir, tellement de volonté face à cette injustice terrible que la révolte va éclater. Et là, j'en dis pas plus parce qu'il faut vraiment, vraiment lire le livre. C'est pour moi, je comprends pourquoi on parle de classique pour ce livre-là, c'est un incontournable. Il faut absolument le lire. Je vous invite à le faire, si vous ne l'avez pas déjà fait. Autre classique, c'est Crime et Châtiment de Dostoïevski que j'ai lu au mois de janvier. Il peut faire un peu peur ce livre quand on voit qu'il fait 950 pages, mais en vrai, non, faut pas s'arrêter à ça parce que ça se lit extrêmement bien. C'est très rythmé, c'est haletant, c'est prenant, c'est... Non, la longueur devrait pas faire peur. En fait, on y suit le personnage principal qui est Raskolnikov. Ça se passe à Saint-Pétersbourg, Pétersbourg à l'époque. Et Raskolnikov a commis un crime. Bon, en fait, son crime, c'est un double assassinat. Et le châtiment, eh bien... oui, il va y avoir châtiment. Mais ce qui touche vraiment, et ce qui est au cœur de ce livre, c'est à quel point, en fait, ça le perturbe complètement ce qu'il a fait. Comment ça va psychologiquement le retourner, le bouffer, le rendre malade. Il va d'ailleurs souffrir de fièvre, il va avoir des montées, des comportements. Et j'ai trouvé que c'était vraiment très finement écrit et amené. Tout ce qui, encore une fois, psychologiquement se passe dans la tête de Raskolnikov. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que finalement, Raskolnikov, il n'est pas si mauvais que ça. Il va d'ailleurs aider une famille, il va se retrouver dans une situation, il va aider une famille qui vit dans la misère, atteinte d'extrême pauvreté. Et il va être vraiment très très bon avec eux, il va les aider du mieux qu'il peut. Il y a aussi dans ses relations sa mère et sa sœur qu'il aime énormément. Et bref, il ne faut pas que j'en dise trop. Il y a un personnage aussi qui m'a particulièrement touchée. Alors, comment il s'appelle Razumikin, qui paraît un peu brute comme ça, mais en fait qui est d'une bonté, d'une bienveillance, qui est d'une sensibilité. C'est un personnage vraiment qui m'a touchée. Donc voilà, en tout cas,
L'auteur sait tenir en haleine. Euh, c'est un livre qui se lit très très bien et qui est intéressant et qui vaut le détour. Le dernier classique que j'ai lu au mois de janvier, c'était Les Vaisseaux du cœur de Benoît de Groux. Et malheureusement, là, ça a été une grosse déception. Les Vaisseaux du cœur, ça passe pour un roman d'amour. J'ai pas adhéré du tout. En gros, on a deux personnages. Georges, qui est une jeune femme et qu'on va voir évoluer jusqu'à un certain âge, et Gauvin, qui lui est breton, pêcheur, qui a à peu près le même âge que Georges. Sauf que Georges, elle est très cultivée, elle va vivre à Paris, elle va se marier et elle va même devenir prof d'université, autrice, etc. Donc on voit bien ce que je trouvais à la base même assez intéressant, une relation plus qu'amicale du coup, puisque c'est censé être un roman d'amour, entre deux personnes de milieux sociaux complètement différents. Malheureusement, Georges, je la trouvais plutôt creuse. Et Gauvin, je sais pas, j'ai trouvé ça un peu bâclé. J'ai pas réussi à m'attacher à lui, à ressentir une quelconque, ouais, un quelconque intérêt, une quelconque sensibilité particulière pour ce personnage. Euh, En gros, c'est simple. Pendant 200 pages, le roman est court, hein. On suit de leur jeunesse à la fin de leur vie, on va dire, la fin de la vie d'un des deux personnages en tout cas, leur histoire d'amour. Je mets entre guillemets parce qu'en fait, est-ce qu'il s'agit vraiment d'amour quand tout en fait est autour des relations sexuelles? Je ne sais pas. Et ce que j'ai vraiment ressenti, c'est que c'était bâclé. Bâclé, bâclé, bâclé. En plus, l'écriture était assez particulière. On passe d'un langage très soutenu à un langage très familier. Il y avait des fois des choses, des infos que j'avais du mal à comprendre. Benoît de Groux nous donne pas tous les éléments dès le début, alors pourquoi pas? Sauf que des fois, ça peut être un petit peu perturbant. Par exemple, j'ai mis beaucoup de temps à me dire, mais en fait, ça se passe à quelle époque cette histoire? Est-ce que c'est parce que ça, au début, ça commence en Bretagne? Je me disais, mais bon, la vie des marins et tout, est-ce que c'est très très vieux? Est-ce que c'est plus actuel? Est-ce que, enfin, j'étais un peu perdue et il a fallu attendre un peu beaucoup de temps avant d'arriver à situer certaines choses, pas juste la temporalité. Et bref, je veux pas en dire plus parce que je sais qu'il y a des gens à qui ça plaît, mais ça n'a pas été mon cas. Les deux derniers romans dont je vais vous parler sont en fait liés puisque ce sont les deux premiers tomes d'une série de 6 romans. Pour l'instant, il n'y en a que deux qui sont sortis. Et donc, d'ailleurs, qui peuvent se lire juste ces deux-là. Ça peut faire une duologie, hein. Apparemment, c'est ce que disait l'autrice. On peut s'arrêter au deuxième. Alors je les ai lus en anglais. The Serpent and the Wings of Night, traduit en français par Le Serpent et le Descendant de la Nuit. Et le deuxième tome qui n'est pas encore sorti en français, The Ashes and the Star-Cursed King. Ces livres ont été écrits par Carissa Broadbent. Alors c'est ce qu'on appelle maintenant de la romantaisie, donc de la fantaisie, mais aussi avec des éléments de romance. C'est un style que j'ai découvert il y a assez récemment en fait. Et alors moi la fantaisie à la base c'est pas trop mon truc et la romance pure et dure non plus. Mais quand c'est bien fait, je trouve ça vraiment addictif. Et ça fait un peu péché mignon, mais ça fait des bons moments de lecture. Et là, en l'occurrence, ces deux-là, je les ai absolument adorés. Mais vraiment. Du coup, je vais surtout parler du tome 1 parce que tome 2, c'est pas possible. Enfin, ça vous spoil complètement tout.
Mais en gros, c'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Oraya, euh, qui vit dans un monde de vampires. Un monde où le roi d'ailleurs est vampire, le roi Vincent, et où il y a quand même des villages d'humains dans ce royaume. Oraya, elle était humaine et elle a été adoptée par Vincent, le roi Vincent, et elle a grandi dans son château, protégée par Vincent, parce que sinon les vampires très cruels voulaient tous la tuer en fait, hein, la dévorer. Ce sont vraiment des romans pour adultes, justement au niveau de la cruauté, au niveau du côté gore, au niveau du côté même contenu sexuel ou autre. Ce ne sont pas des romans young adult ou ado, ou, voilà, c'est du roman adulte. Et donc voilà, dans cette série qui s'appelle d'ailleurs Crowns of Naxia, les couronnes de Nyaxia, euh, on y suit un tournoi un peu particulier qui a lieu qu'une fois tous les 100 ans, qui s'appelle le Kejari, où 60 vampires se retrouvent dans un château, des vampires, voilà, parce que il y en a un, ils vont tous combattre dans des épreuves, etc. Ils vont avoir même le droit de s'entretuer pour qu'à la fin, il n'en reste plus qu'un. Et que ce survivant ou cette survivante euh, puisse avoir le droit d'accéder à un vœu réalisé par la déesse Nyaxia, qui est obligée de réaliser ce vœu, du coup, à l'issue du tournoi. Et Oraya, qui est pourtant humaine, va participer à ce tournoi. Oraya, c'est une grande combattante, mais vraiment, elle est très 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 douée. C'est Vincent lui-même qui lui a fait son entraînement depuis qu'elle est toute petite. En plus, elle-même continue à toujours, en se cachant, hein, évidemment, tuer des vampires en allant dans les villages humains pour essayer de protéger les humains, parce que même si elle a vécu qu'avec des vampires, qu'avec Vincent d'ailleurs, elle a toujours eu envie d'en savoir plus sur le milieu d'où elle vient, la famille qu'elle a eue, qu'elle a peut-être encore. Elle a toujours été très sensible à la cause des humains. Et donc, voilà, elle s'est pas mal entraînée aussi en voulant protéger les humains. Donc le tournoi va être particulièrement sanglant, terrible, mais toujours surprenant. C'est vraiment bien amené. C'est pas juste des rebondissements, même s'il y en a. C'est vraiment très addictif. Et Oraya, pour s'en sortir, va faire une alliance avec un grand combattant très doué qui s'appelle Rain, et qui lui, alors étonnamment, n'a pas envie de boire son sang, n'a pas l'air très sensible, contrairement aux autres vampires, du fait au fait qu'elle soit humaine. D'ailleurs, il a l'air de, comme elle, de vouloir plutôt protéger les humains qu'autre chose. Donc ce qui perturbe un petit peu Oraya, mais même si elle va être très 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 méfiante, voilà, ils vont s'allier, ils vont s'entraîner ensemble, ils vont s'aider dans les épreuves, même si on sait qu'à la fin, il doit en rester plus qu'un. Évidemment, comme c'est une romantésie, donc où il y a le mot romance dedans, entre Oraya et Rain, ça va être plus que d'abord une alliance, puis finalement une sorte de fascination, du respect. Ça va être plus. Mais
toujours amené de manière très subtile, profonde même, j'ai envie de dire, hein. C'est étonnant d'utiliser ce mot-là pour ce type de littérature, mais j'ai trouvé que si. Et du coup, voilà, enfin, je ne vous en dis pas plus, mais le tome 1 comme le tome 2 qui devient beaucoup plus politique d'ailleurs, mais où il y a toujours de l'action et toujours on est complètement emporté. Vraiment, si vous avez, si vous avez envie de vous lancer dans ce genre de littérature, de découvrir, ou je vous invite à au moins lire le tome 1. Moi, j'ai passé un excellent moment et je pense que, bon, c'est sûr que moi, personnellement, j'ai des goûts très très variés. Des gens qui préfèrent que voilà, la littérature plus voilà, contemporaine, blanche ou classique. Bon, là, c'est peut-être pas la peine. Mais voilà, en tout cas, pour moi, coup de cœur. Donc voilà, c'est la fin de cette première vidéo sur ma chaîne Booktube. J'espère que ça vous aura intéressé. N'hésitez pas à commenter, à vous abonner aussi si vous voulez voir les prochaines vidéos. On part pour des bilans lecture mensuels, donc j'espère que vous serez motivés pour continuer à regarder. En attendant, je vous souhaite de bonnes lectures et je vous dis à bientôt.